Merci. Merci. Laurent Nizan, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous parce que vous donnez cours en sociologie à l'Université de Liège et vous êtes également coordinateur du panel démographie familiale. Au panel démographie familiale, on se concentre plutôt sur des sujets liés aux relations familiales, aux thématiques familiales, notamment le vieillissement, qui occupe vraiment une place centrale dans nos thèmes de recherche, et également à tout ce qui concerne la précarité, l'exclusion, le chômage, etc. Donc on a mené pas mal d'études, notamment sur les CPAS et sur les politiques d'activation. Alors ça, c'est des thématiques, l'exclusion par la pauvreté, le vieillissement, sont des thématiques qui sont au cœur de l'actualité. Vous percevez des liens entre ces différentes thématiques? Oui, moi j'en perçois vraiment beaucoup. Après une grosse dizaine d'années de recherche maintenant, je pense qu'il y a un discours qui est assez frappant, en tout cas sur toutes les thématiques de la vie sociale, et notamment ces deux-là, c'est la question de l'activation des personnes. Donc on parle aussi bien de vieillissement actif pour les personnes retraitées que d'activation des chômeurs, d'activation des bénéficiaires du CPAS, etc. La société telle qu'on la voit actuellement, c'est vraiment une société où les individus sont responsables de leur parcours, responsables de leur devenir, responsables de leurs actes, responsables de leur avenir. Et donc chez les chômeurs, c'est assez visible dans la mesure où on leur demande de mettre en place, de se débrouiller. Prendre en charge leur destinée. Voilà, tout à fait. Donc de participer à des formations, de répondre aux offres d'emploi, de démontrer qu'ils sont actifs et qu'ils peuvent chercher du travail. Les bénéficiaires du CPAS, on leur demande également la même chose aussi. Donc auparavant, c'est un public qui était aidé, mais auquel on n'en demandait pas encore tellement. Depuis quelques années, on a décidé aussi d'activer ces personnes-là, donc de leur donner des outils, via les CPAS notamment, pour leur permettre petit à petit de se réinsérer dans la société et sur le marché de l'emploi. Et donc ça, c'est quand même interpellant, c'est que le discours dominant, il porte quand même beaucoup sur la capacité des individus à montrer qu'ils font des efforts, qu'ils se réinsèrent, etc. Et ça ne parle pas toujours suffisamment, je pense, d'émancipation individuelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très paradoxal là-dedans, voire presque de schizophrénie sociale, à responsabiliser de la sorte des individus par rapport au marché de l'emploi, alors comme le marché de l'emploi est saturé et que le chômage dans un pays comme la Belgique, il est structurel justement. Ça, sociologiquement, on peut l'analyser. Du coup, est-ce que ça c'est quelque chose que vous percevez à travers vos recherches? Mais nous, c'est ce qu'on perçoit et c'est souvent le discours qui est effectivement tenu à ces publics-là. C'est que la responsabilité est de leur côté. Et on oublie de plus en plus tous ces grands mécanismes structurels qui jouent un rôle effectivement dans le fait qu'il n'y a pas nécessairement du travail pour tout le monde, on le sait. S'il n'y a pas du travail pour tout le monde, les employeurs vont plutôt se diriger vers des profils les plus adaptés. Donc les chômeurs âgés, par exemple, seront choisis en second lieu. Les gens qui ont eu des parcours un peu chaotiques seront choisis aussi en second lieu. Mais le discours dominant, c'est quand même celui de la responsabilité individuelle et du fait que... Qui veut peut. Oui, voilà, tout à fait. Qui veut peut. Si vous êtes actif, vous trouverez du travail. De la même manière, chez les aînés, il y a également ce discours-là, c'est si vous êtes actif, vous vivrez longtemps et en bonne santé. Si vous ne l'êtes pas, ce qui veut dire quelque part à l'inverse, que si vous ne l'êtes pas actif, attendez-vous à vieillir sans doute moins bien et quelque part ce sera de votre faute. Donc on met un énorme poids sur la responsabilité individuelle et je pense que quelque part dans ce discours sur la responsabilité individuelle, il y a dans ce discours les germes d'une angoisse chez les individus. Donc à partir du moment où l'individu oublie qu'il y a toute une série de choses qui le dépassent, il se voit comme principalement responsable de son parcours, ce qui veut dire aussi que ça crée une angoisse existentielle chez chaque individu qui, s'il rate
des événements importants de sa vie, va estimer que c'est de sa faute, et donc l'angoisse est permanente. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un petit peu le travail. Quelque part, il y a des aspects évidemment positifs, hein. On a visé à l'autonomie de chacun, donc ça, c'est quand même une chose assez positive, mais donc les individus ne sont plus obligés de suivre des trajectoires qui leur seraient prévues d'office, hein, par les structures, notamment familiales, etc. Là, chaque individu peut se prendre en charge, mais à côté de ça, ce problème donc, de responsabilité individuelle est C'est le signe de quoi, cette question de l'individualisation des responsabilités? Est-ce que c'est le fruit d'une évolution récente, d'une évolution sur le long terme? Est-ce que c'est dû à une politique là d'aujourd'hui et qui pourrait changer demain? Il y a quoi là derrière? Non, cette évolution, elle est là depuis longtemps. Donc c'est parti, c'est un mouvement qui a démarré il y a 2 siècles et qui s'est renforcé progressivement. On le voit, et cette évolution n'est pas terminée de toute façon, on le voit par exemple pour ce qui est des manières de se mettre en couple. On est à présent, donc là je fais encore un bond sur quelque chose d'autre qu'on a l'occasion d'étudier de temps à autre. Le mariage est malgré tout en perte de vitesse au profit des contrats de cohabitation légale. Donc le contrat de cohabitation légale a maintenant à peu près 15 ans. Il a été au départ créé principalement suite à des revendications des mouvements homosexuels, mais finalement toutes les personnes qui vivaient auparavant en concubinage sans aucune sécurité ont souhaité aussi en profiter, hein, de toute façon, c'est le public à présent principal, et donc bénéficie de ces contrats, de ce contrat de cohabitation qui permet une rupture beaucoup plus facile aussi. Il suffit qu'une des personnes le souhaite pour pouvoir décider d'y mettre fin. Parallèlement, le mariage, le divorce aussi a été facilité, mais donc on rentre aussi pour les relations de couple dans quelque chose de purement contractuel et non plus dans des relations beaucoup plus organiques, on va dire, déterminées dès le départ. Est-ce que tout ça, ça fait changer la sociologie? Puisque la sociologie, si je ne me trompe pas, elle a pour but justement de trouver des tendances, des façons d'agir en commun. Alors j'imagine que quand les gens agissent de façon structurelle, en groupe, de façon organisée, ben, ça va dans une certaine direction. Si j'entends ce que vous dites maintenant, c'est plus tous des parcours finalement comme des atomes un peu fous qui évoluent chacun dans un sens. Est-ce que la sociologie évolue avec ça? Ou est-ce que malgré tout, à travers ces parcours individualisés et responsabilisés, il y a quand même des tendances, des flux, ça reste organisé mais autrement? Moi, je pense que la sociologie, elle continue à interroger ces questions-là. Donc, plutôt que de prendre fait et cause pour ce discours individualiste, elle a l'occasion, et c'est son rôle, c'est de prendre aussi du recul et de se questionner sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours, qu'est-ce qu'il produit chez les gens, comment il est mis en place par les acteurs institutionnels notamment. Et donc, nous, on a malheureusement peu l'occasion vraiment de se questionner de l'effet chez les gens, donc c'est plutôt marginal dans notre travail, même si personnellement, moi, ça m'interroge beaucoup. Par contre, la plupart des projets de recherche qu'on a l'occasion de mener portent sur l'aspect de comment c'est mis en place, de quelle manière est-ce que ce discours est porté par les acteurs, et notamment par exemple pour les CPAS, hein, comment les CPAS organisent-ils leur travail, le travail de réinsertion, quelles sont les manières de faire qui sont les plus efficaces, qu'est-ce qui va permettre à ce qu'une personne soit réellement réinsérée et donc soit dans une démarche d'émancipation individuelle, ou est-ce que ça va être purement institutionnel dans le sens est-ce que le CPS va répondre à ses obligations ou aux souhaits en tout cas des autorités de réinsérer les personnes, mais une fois qu'elles auront réacquis leur droit au chômage, au bout de quelques mois, elles se feront à nouveau sanctionner, retomberont au CPS, et là se pose la question évidemment de l'impact sur des gens à qui on fait miroiter une reprise du cours de leur vie plus classique, et puis qui, in fine, se retrouvent dans un état pire que l'état précédent, vu qu'ils sont passés justement, ils ont eu de nouveau l'expérience d'un échec.
Les parcours des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Ces parcours ne dépendent pas que des individus, ils dépendent de toute une série de déterminants sociaux, l'endroit où ils sont nés, la manière dont ils ont été socialisés, la famille qu'ils ont eue, leur santé, évidemment, qui a un impact énorme, qu'on sous-estimait jusqu'à peu, l'impact de la santé sur les parcours des individus. Maintenant, on se rend compte qu'il peut y avoir des difficultés sociales et des problèmes de santé, mais qu'en général, les gens qui ont des problèmes de santé à l'enfance auront des problèmes d'insertion. Donc les individus ne sont pas... C'est un peu vers ça que je voulais aller avec ma question précédente, en fait. C'était, on a l'impression qu'avant, on pouvait parler, par exemple, sur les questions sociales, il y avait les patrons, les ouvriers, les employés, les chômeurs, les gens exclus, les très précaires à la rue, par exemple, et qu'on pouvait analyser des groupes comme ça de manière assez uniforme, et qu'aujourd'hui, les parcours sont tellement individualisés que les facteurs explosent finalement, et que peut-être c'est beaucoup plus difficile qu'avant, non, de pouvoir parler de la société, de pouvoir l'analyser, la décrypter et la décoder. Disons que ce discours-là, en tout cas, a largement perdu en crédibilité, et ça c'est notamment dû à des mouvements plus larges, la perte d'influence du monde communiste notamment, qui se basait très très fort sur ces discours-là, au profit justement, enfin les grands gagnants, ça a été plutôt le discours de la liberté individuelle, de la libre entreprise, etc. Donc quelque chose de très très fort centré sur l'individu. Alors ce n'est pas pour ça que les sociologues ont arrêté de travailler sur ces questions-là, hein. Je pense même qu'il y a une reprise, mais ces déterminants-là... Est-ce qu'on parle encore de classe sociale en sociologie? On en parle toujours. Maintenant, on en parle évidemment quand ça a un sens d'en parler, et c'est difficile d'en parler dans la mesure... Ça reste quand même difficile d'en parler dans la mesure où les classes sociales correspondent à un modèle qui donne l'impression que les choses sont relativement figées. Et on a pris tellement l'habitude de rentrer dans les nuances, hein, qu'il y a une perméabilité très relative entre les classes sociales, ou plutôt, peut-être pas une perméabilité, mais une continuité. On a un peu cette idée d'une grande classe moyenne indifférenciée, et puis d'une très grande précarité, et puis des grands gagnants, on va dire, hein. Dans les faits, cette immense classe moyenne a un petit peu gommé les autres différences. Or, même dans cette classe moyenne, il y a énormément de différences aussi entre les familles monoparentales et les autres. On parle aujourd'hui du déclassement de la classe moyenne. Est-ce que c'est un concept qui a du sens? Il y a en tout cas... des difficultés, je pense par exemple à toutes les personnes qu'on appelle maintenant les working poor. Alors c'est une réalité émergente. Ces gens qui ont des contrats qui ne suffisent pas à joindre les deux bouts pour toute une série de raisons. C'est des gens qui ont un emploi mais qui sont quand même dans la précarité. Voilà, ou qui doivent cumuler plusieurs emplois pour s'en sortir. C'est vrai que notamment les familles monoparentales ont d'énormes difficultés. En général, les gens sous-estiment le coût d'une séparation. Mais une fois qu'on se sépare, il faut quand même un logement chacun, il faut prévoir les chambres pour les enfants, etc. Et donc avec un seul salaire, dans une grande ville, c'est pas toujours facile, évidemment, à mettre en place. Enfin, c'est pas facile de pouvoir faire face à tous ces coûts. Les attentes aussi des gens ne sont plus les mêmes. Il y a toute une série de besoins qui n'étaient pas présents avant. Le besoin d'être connecté, donc d'avoir un ordinateur, sans lequel vous avez moins de chances d'être employable. La question du véhicule automobile, sans lequel vous êtes aussi moins employable. Donc, dès qu'on rentre dans une perte, on peut très vite aller de perte en perte et de déclin en déclin. Et là, donc, on revient de nouveau à cette question des différences individuelles qui font qu'un individu n'est pas l'autre, qu'on essaye quelque part ou qu'on nous donne l'impression que chaque individu est égal et que chacun peut s'en sortir, mais que dans les faits, si on prend un retraité qui a un parcours, une trajectoire professionnelle difficile, etc., une trajectoire de santé, il ne pourra pas être actif de la même manière que quelqu'un qui a cumulé les points positifs dans sa vie active. Dans tout ce dont on vient de discuter jusqu'à présent, on frôle toujours entre les questions scientifiques et les questions politiques. Quand j'ai pris un café avec un chercheur en droit, j'ai trouvé très intéressant de discuter de la place de la subjectivité dans la recherche en droit. J'aimerais vous poser la même question en sociologie. Quelle est la place de la subjectivité? Est-ce que le regard est subjectif? Et si oui ou non? Si oui, en tout cas, est-ce qu'il est assumé, ce regard? Disons que chaque chercheur a ses propres intérêts, sa sensibilité. Donc chaque chercheur sera plutôt sur un terrain ou sur un autre.
avec une approche ou une autre, mais malgré tout, la caractéristique des études en sociologie sont de prendre un recul sur ce qu'on pense, sur ce qu'on est soi-même, sur son propre parcours, pour justement sortir du sens commun, s'éloigner des discours tout faits, etc. Maintenant, comme je vous le disais, les sensibilités peuvent être différentes, les modes d'approche, les méthodes, les cadres théoriques vont faire qu'on va être attentif plutôt à un aspect qu'à un autre. Et donc, je pense qu'il est illusoire pour quelques chercheurs que ce soit de prétendre à la vérité totale et objective sur son champ de recherche. Ce sera toujours un regard. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment que ce regard ne soit pas un regard de pure subjectivité, mais de faire appel aux outils créés par la sociologie, aux méthodes qui permettent de prendre du recul, aux paradigmes, oui, aux théories existantes, etc. Et donc de s'éloigner de ces idées toutes faites. Pierre Bourdieu, le célèbre sociologue français, disait de sa discipline, la sociologie, que c'était un sport de combat. Par rapport au rôle qu'elle devait jouer dans la société, justement. Vous, pour conclure peut-être cette pause café, quel est votre regard sur la sociologie et sur la place qu'elle doit prendre dans le vivre ensemble, dans la société aujourd'hui? Or, idéalement, je pense que la place qu'elle doit prendre, c'est vraiment celle du regard extérieur, et donc de justement prendre de la distance avec tout ce regard dominant. Permettre de se dire qu'il y a encore d'autres moyens de penser, d'autres manières de penser les choses, et pas celles qui sont attendues, entendues systématiquement. Voilà, mais c'est une position qui demande, je pense, du temps, qui demande de l'expérience, qui n'est pas nécessairement facile à mener quand on a des objectifs à relativement court terme. Donc les recherches qui sont sur plusieurs années, évidemment, peuvent permettre d'y répondre beaucoup plus facilement. Quand on est dans un cadre de 6 mois de recherche, c'est évidemment plus compliqué. Mais je pense que la sociologie, elle peut avoir énormément de rôles différents. Elle peut d'ailleurs être menée directement en interne dans des associations, etc., et pas uniquement à l'université. Mais que ce soit petitement en étant... enfin, quand je dis petitement, je ne veux pas minimiser, mais que ce soit en répondant à des questions très spécifiques et très localisées, si ça permet déjà de faire avancer la société vers un mieux vivre, vers un développement des personnes, une émancipation des personnes, c'est déjà bien. Maintenant, si elle peut, par des actions plus flamboyantes, des ouvrages clés, etc., ça c'est aussi très très bien. Mais quel que soit son niveau, ce qui est important, c'est de prendre du recul et de faire avancer les choses vers l'émancipation des personnes. Laurent Nyssen, merci. Merci aussi. Et puis merci pour le café. C'est moi qui vous remercie.